Margot. Moi c'est Claire. Moi c'est Flo. Et bienvenue sur Illégali Blonde, la chaîne où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Ici, on va autant parler de mode que de politique que de pop culture. Et justement, pour inaugurer la chaîne, on attaque avec un sujet qui regroupe tous ces domaines. Le style à la parisienne, ça donne quoi dans la vraie vie? C'est une question qui, comme on va le voir, n'est pas nouvelle, mais qui est sans cesse rediscutée et redébattue, comme c'est le cas en ce moment, notamment grâce ou à cause de la sortie de la 4e saison d'Emily in Paris sur Netflix. Et Emily in Paris, en fait, c'est une série qui, quoi qu'on en pense, dit des choses de ce que c'est que le style à la parisienne et de ce que c'est que de vivre à Paris de manière générale. On va donc décrypter ces fantasmes et leurs origines historiques et leurs implications politiques qui sont encore très fortes aujourd'hui. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir le projet. Pour comprendre le sujet, c'est déjà important de décrypter les images et les mythes qui sont recouverts par ce qu'on appelle le style parisien. Premièrement, il y a ce mythe de, justement, la parisienne, qui est une figure un peu fourre-tout et extrêmement fantasmée, d'une femme qui serait à la fois très libérée, notamment sexuellement, intellectuelle, séduisante, simple mais élégante, et donc en fait effortlessly chic, et qui en sous-texte serait mince, ça c'est extrêmement important, on va revenir là-dessus après, blanche, ça aussi on va en reparler, un peu voire très bourgeoise, valide, donc c'est-à-dire qui n'est pas en situation de handicap, et qui en fait correspond de ouf à tout un tas de standards plus ou moins atteignables, le tout sans en avoir l'air. Pour la petite précision historique, restez avec nous, c'est une figure qui a adopté pas mal de nuances au cours de son histoire. D'après France Culture, son image commence à s'esquisser au XVIIe siècle, donc avant la Révolution, mais c'est vraiment au XIXe siècle qu'elle se consolide, quand des écrivains qui sont, quelle surprise, des hommes, commencent à vraiment écrire dessus, en la décrivant comme plus ou moins dévergondée ou pudique, bourgeoise ou populaire. Mais du coup, ce qui est intéressant avec la parisienne, c'est que de par cette origine, elle correspond à un male gaze, c'est-à-dire un regard masculin hétérosexuel qui va projeter ses fantasmes et façonner les détails de ce concept selon ce que lui estime être la représentation idéale de la séduction féminine. Au-delà des fantasmes culturels et sexistes, qui sont notamment entretenus par un public étranger qui est très attaché à cette figure de la parisienne, justement, la parisienne et ses déclinaisons permettent à certaines entreprises de faire beaucoup d'argent, étant donné qu'on vit dans un monde capitaliste. Et ça, c'est le cas depuis le 19e siècle où ces entreprises ont commencé à vendre des produits de mode et de beauté à leur clientèle, un peu comme une passerelle pour accéder à ce mythe parisien. Et en fait, ce marketing intensif, il est toujours d'actualité aujourd'hui au XXIe siècle. Oh là là! Et ça, il y a notamment la journaliste et sociologue Alice Pfeiffer qui en parle dans son ouvrage « Je ne suis pas parisienne ». Elle nous a fait un petit résumé de la situation. Les marques capitalisent absolument sur la figure de la parisienne. Je pense qu'à partir du tournant des années 2000, le luxe français s'est amusé ou s'est posé la question de l'artisanat, du made in France, du local. Et donc, on s'est recentralisé sur le local, mais un local fantasmé pour le global. Ce qui est intéressant pour la parisienne, c'est que ça permet de déplacer la question du gaze vers un American gaze qui regarde l'Europe. Il y a une longue histoire de commentaires de la France et de regards sur la France. Et je pense que les marques en jouent. Ça encourage à jouer sur une auto-objectification où on rentre, on s'amuse à correspondre exactement aux clichés qui sont renvoyés et fantasmés par l'Amérique. Vous pouvez retrouver le travail d'Alice ainsi que toutes les sources qu'on va citer dans cette vidéo dans la barre de description. Aujourd'hui, la figure de la parisienne, elle est incarnée par des icônes comme la mannequin et entrepreneuse Inès de la Fressange qui avait publié en 2010 un livre avec des conseils pour vivre comme une parisienne qui a quand même été traduit dans 17 langues, donc ça montre le succès à l'international. Il y a aussi des influenceuses au look plus bohème comme Jeanne Damas qui a fondé la marque Rouge, Camille Yolène qui a lancé Yolène Paris, dont le slogan c'est « La beauté à la française », Léna Farl. En fait, on retrouve des milliers d'incarnations de cette figure, que ça soit sous forme de personnes ou d'entreprises, mais vous voyez l'idée. Un autre fantasme qui peut être lié à celui de la parisienne, mais pas nécessairement, c'est l'idée selon laquelle à Paris on est tous sursapés et des fashion. C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Et c'est pas déconnant de penser ça, dans la mesure où parmi toutes les Fashion Week, celle de Paris
est considérée comme étant la plus prestigieuse et la plus importante. Et les Fashion Week haute couture, elles ont toujours lieu à Paris. Et puis en plus, parmi les plus grandes maisons de mode de luxe qui sont les plus reconnues internationalement, il y en a beaucoup qui sont d'origine française en fait. Et donc cette réalité, elle est quand même mystifiée et exagérée, par exemple par Emily in Paris, comme le montrent des dizaines d'exemples, mais aussi par des personnes qui ont une forte plateforme. Je pense par exemple à l'actrice Nathalie Portman qui habite à Paris et aux dernières nouvelles, elle a acheté un hôtel particulier avec vue sur le Champ de Mars, donc c'est quand même un pari très spécifique. Et elle a déclaré récemment sur le Jimmy Fallon Show, qui est donc un talk show américain avec une grande audience, que pour être bien vu à Paris, ou en tout cas dans la vision de ce qu'elle estime être Paris, il faut éviter de mettre des shorts et des sandales claquettes pour pas être mal vu des Parisiens. Okay, no flip-flop at all. Asians don't wear flip-flops. No. Nope. Okay. No shorts. Okay. Americans. Even in summer? It's a No. like you know it's an American if they're wearing shorts. Mais quand on sort du marketing et des représentations médiatiques, ça donne quoi en fait? Est-ce que toutes les Parisiennes sont grandes, minces et blanches et un peu riches? En fait, on a posé la question à Google Images et voilà ce qui nous a sorti. Donc, est-ce que toutes les Parisiennes et tous les Parisiens ont un code vestimentaire non seulement identique et partagé de tous, mais en plus hyper élégant? Est-ce qu'on va s'évanouir si on a le malheur de croiser un touriste en short dans la rue? Bon, vous vous en doutez, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça, et justement, on va voir dans cette vidéo en quoi c'est très important de considérer Paris, ses habitantes et ses habitants dans toute leur complexité. Avant de continuer, petit disclaimer, évidemment il n'y a absolument rien dans le fait de vouloir porter des vêtements sobres et élégants quand on le fait pour soi et qu'on vient à Paris ou qu'on habite à Paris. Petite anecdote. Je suis ravie de vous présenter le panier de mon arrière-grand-mère, Picarde, qui faisait donc ses courses avec dans le tout petit village de 1000 habitants d'où vient ma famille. Je trouve que c'est assez intéressant comme pièce parce que le panier c'est considéré comme un emblème de la mode parisienne, notamment à cause de Jane Birkin, qui donc était connue pour son look t-shirt blanc, jean, panier. Et en fait c'est assez intéressant parce que, bon voilà, déjà parce que j'utilise tout le temps pour faire mes courses, c'est très utile pour vous de savoir ça. Mais aussi parce que c'est uniquement quand une femme de la bourgeoisie intellectuelle s'en est emparée qu'on a considéré que c'était un symbole à la fois de nonchalance et d'élégance, alors qu'en fait le panier c'est utilisé par des femmes françaises pour faire leurs courses depuis des décennies, voire plus. Là où ça devient problématique en fait, c'est quand on commence à élever ces vêtements au rang de manifestations stylistiques supérieures et innées, et quand on pense qu'il n'y a que les vrais qui s'habillent comme ça. Alors qu'en fait quand on regarde la réalité du terrain sur Paris, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça nous amène à nous poser la question de c'est quoi Paris? Contrairement à ce que Netflix aimerait nous faire croire, Paris c'est une ville extrêmement diversifiée, que ça soit sur le plan social, politique ou culturel. Paris c'est une vingtaine d'arrondissements et des dizaines de banlieues limitrophes, qu'on inclut en fait dans notre raisonnement parce qu'elles ont une forte influence, notamment politique, économique et culturelle, sur la ville. Et justement, la séparation entre Paris et ses banlieues, par cette route à double sens qui s'appelle le périphérique, elle est relativement inhabituelle et volontairement excluante. Parce qu'en fait, le tracé du périphérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été déterminé dès les années 1830. Mais on n'a pas tout de suite su ce qu'on allait en faire exactement. Par exemple, dans les années 20, on avait l'idée d'en faire un parc, donc un joli espace vert qu'on pourrait traverser tranquillement, exactement, ça aurait été très sympa, pour aller de quartier en quartier. Au final, c'est la version grosse route, grosse voiture qui a gagné et donc qui a vraiment séparé Paris du reste de ses banlieues, mais aussi de la France. Et donc en fait, cette espèce de boucle routière, c'est un petit peu la version urbaniste du style à la parisienne, cette espèce d'élitisme de la distinction qui sépare la ville du reste du pays. Mais pour en revenir à Paris et ses habitants, il faut savoir que Paris dit intramuros, c'est 2,1 millions d'habitants à peu près, et que quand on y ajoute les banlieues, donc extramuros, on arrive à 10 millions de personnes, ce qui est quand même vraiment énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que d'une banlieue à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, et parfois même d'un quartier à l'autre au sein d'une même zone, tout va être très différent.
On a des endroits, des arrondissements et des banlieues qui sont très chics, assez huppés, comme par exemple le 7e, le 8e arrondissement ou encore la banlieue de Neuilly-sur-Seine. On a des endroits beaucoup plus bobos et gentrifiés comme le 11e et certains endroits de la banlieue de Montreuil. Et puis il y a des endroits beaucoup plus populaires comme la Seine-Saint-Denis, le 19e arrondissement et certaines villes de banlieue qui sont vraiment proches du périphérique. Politiquement, pour un peu résumer la situation grossièrement, on va avoir tendance à dire que tout ce qui est à l'est va plutôt voter à gauche et que tout ce qui est à l'ouest va plutôt être de droite conservatrice. Et là où j'ai vraiment envie d'insister, parce que c'est hyper intéressant et hyper important, c'est sur le fait que certains endroits de Paris et de ses banlieues sont considérés comme une des zones les plus cosmopolites du monde. Et ça, c'est entre autres dû au fait que Paris est un haut lieu culturel, mais c'est surtout lié au passé colonial de la France. On rappelle quand même que la France est un des États les plus colonisateurs du monde. Et du coup, il y a eu beaucoup de déplacements entre terres colonisées et terres colonisatrices. Et du coup, le résultat de tout ça, c'est que à Paris, il y a une diversité de ouf, ce qui constitue réellement une grande richesse sociale et culturelle, mais qui n'efface évidemment pas les problèmes de racisme systémique et d'autres discriminations d'ordre systémique. Bon, là on vous résume beaucoup les choses, mais le résultat, c'est que Paris est une ville extrêmement complexe qui ne peut certainement pas être incarnée en une seule figure. D'ailleurs, pour vous raconter un petit peu d'où nous est-ce qu'on parle socialement de cette ville, on peut vous raconter un petit peu d'où on vient. Moi je suis née ici, j'ai grandi à la frontière entre le 19e et le 20e arrondissement, qui sont des arrondissements plutôt de classe populaire avec des classes moyennes, mais qui se gentrifient beaucoup depuis quelques années. Je viens d'une famille qu'on peut appeler intello-gaucho, donc quand même très privilégiée. Je suis blanche, je suis mince. En gros, je corresponds quand même pas mal aux clichés qu'on peut se faire des habitants et habitantes de la capitale, ce qui est moins le cas pour toi, Flo. Ouais, moi déjà, je viens pas de Paris, je viens pas de France en fait, j'ai grandi à Bruxelles, je suis blanche, je suis moins mince, plutôt mid-size, je suis queer, et je viens d'un milieu j'ai moins de capital, on va dire, économique, social et culturel que Claire. Voilà, pour un peu vous résumer la situation. Et je dirais que le point commun qu'on a, c'est que de par nos expériences de travail ou aussi même de relations ou tout simplement de vie, on a quand même fréquenté des cercles sociaux et économiques extrêmement vastes. Donc même si aujourd'hui on parle d'un point de vue très privilégié, on a un panorama relativement large de la ville et c'est notamment pour ça qu'on avait envie d'en parler dans cette vidéo. Hello, c'est la Flo du montage. Petite coupure parce que depuis le tournage de la vidéo, le président français Emmanuel Macron a donné une interview culturelle à Variety dans laquelle il déclare « Emily in Paris est une initiative très positive en termes d'attractivité pour le pays. Pour mes propres affaires, c'est une très bonne initiative. » Et à propos du fait que la série va bouger à Rome pour le tournage de sa 5e saison, il dit « Nous nous battrons avec acharnement et nous leur demanderons de rester à Paris. » En dehors du fait que son sens des priorités est un peu... Voilà, on trouve ça quand même très intéressant que Emmanuel Macron s'intéresse à cette série. Parce que ce président, il est quand même connu pour ses politiques qui sont toujours tournées vers les grands patrons, pour celles qui ont fait baisser le niveau de vie des Français, mais aussi pour des actions plutôt orientées contre l'immigration, notamment de par la loi anti-immigration de 2023 qui a été portée par Gérald Darmanin et qui a été applaudie par l'extrême droite. Notre analyse, c'est que Emily in Paris parle à Emmanuel Macron car elle renvoie une image qui correspond à l'image que lui veut renvoyer d'une France pour les privilégiés en fait. Comme quoi, la politique et la pop culture, c'est jamais très éloigné. Ok, on a posé les termes et les constats qui sont étayés par des statistiques et de nombreuses études sociologiques, et maintenant on va passer une partie peut-être plus subjective de la vidéo. On va vous partager notre take à nous sur le style parisien. Ce sont nos opinions personnelles, mais si vous habitez aussi à Paris ou que vous venez nous voir et que vous vous baladez dans tous les quartiers de la ville, pas comme Émilie, donc vous allez sûrement partager ces opinions vous aussi. Prenons la parisienne par exemple. En fait, si vous vous baladez dans Paris, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a assez peu de personnes qui s'habillent vraiment selon cette esthétique. Et que les personnes qui le font, en général, elles le font dans des quartiers vraiment très précis.
et que généralement ça va plutôt être des influenceuses ou des femmes qui qui évoluent dans des milieux plutôt privilégiés, médiatiques, culturels, artistiques, etc. Ou alors des touristes qui vont parfois pousser un peu le truc en mettant un petit béret rouge. C'est d'ailleurs ma mère a littéralement fait ça la première fois qu'elle est venue me rendre visite à Paris. Et le petit béret rouge, c'est un peu un symbole stylistique de la ville de Paris, alors qu'en fait, il y a assez peu de personnes qui en portent. Et on n'est pas du tout en train de dire que c'est une mauvaise chose de s'habiller comme ça, c'est juste qu'en fait, c'est intéressant de voir que les personnes qui vont le plus respecter cette esthétique ne sont en fait pas originaires de Paris. Et par exemple, moi ce que je constate de par mon expérience quotidienne depuis 25 ans, c'est que, comme tu dis, non seulement il y a beaucoup de Parisiennes qui ne s'habillent pas selon cette esthétique qui leur est accolée, mais que aussi il y a de nombreuses personnes qui n'essayent pas d'être avec un style modeux, hype, excentrique, extrêmement streetwear, bref, qui se distingueraient d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a aussi beaucoup de gens qui s'en fichent complètement et c'est très bien comme ça. On a aussi beaucoup de personnes qui portent des habits traditionnels extrêmement chics, non occidentaux, mais bizarrement, quand on parle de l'élégance à la parisienne, ces personnes-là ne sont jamais mentionnées. Mais bref, pour revenir aux personnes qui s'en fichent, il y en a plein et c'est assez tranquille. Moi, dans les quartiers où j'ai grandi, où j'habite aujourd'hui, je vois plein de monde qui font leurs courses en jogging, en claquettes, un petit peu en mode pyjama, et ça n'est jamais perçu comme un crime de lèse-majesté. Après, c'est aussi peut-être selon les quartiers, et dans des quartiers plus bourgeois et donc potentiellement plus snobs et plus élitistes, ça va pas forcément toujours bien se passer. Ouais, et puis les questions de morphologie jouent aussi beaucoup, surtout qu'on est en France, qui est un pays qui est extrêmement grossophobe. Et du coup, de fait, si vous êtes perçu ou perçue comme gros ou grosse et que vous vous baladez dans la rue, vous allez avoir plus de chances de vous prendre des regards appuyés, voire des remarques vraiment désobligeantes. Pourquoi ? Parce que dans notre société grossophobe, le manque ou l'absence de minceur est considéré comme étant un signe de négligence. Et ça, il y a notamment l'autrice Gabrielle Dédier qui en parle très bien dans son ouvrage « On ne naît pas grosse », où elle raconte notamment qu'elle s'est fait virer d'un job d'assistante de professeur à cause de son poids, parce que sa grosseur était considérée comme un manque de motivation en quelque sorte, enfin c'est abject. Et elle a détaillé dans un article du Guardian que une fois que son livre était sorti, elle s'est pris un torrent de messages absolument abjects, dont celui d'une femme qui travaille chez Dior, dont on va vous lire un extrait parce que c'est It says a lot. Chère Gabrielle, après l'université, je suis allée travailler chez Dior, où je suis maintenant très haut placée. Toute ma vie, j'ai méprisé les femmes comme vous. Ma mère a toujours été grosse, mais maintenant, elle est à l'hôpital, en train de mourir. Elle m'a donné votre livre, et c'est la première fois que je comprends ce qu'elle a dû ressentir. Je vous remercie. Et en fait, non seulement ce message est extrêmement égocentrique et violent à recevoir, mais c'est aussi très intéressant de noter qu'il émane justement d'une femme qui est en position de pouvoir au sein d'une de ces entreprises qui est réputée pour capitaliser sur la parisienne. Une autre nuance à ajouter à tout ça, c'est que, bien sûr, si le style parisien est complètement surmédiatisé, Paris abrite quand même une certaine communauté, comme on dit, de fashion, et a peut-être un petit peu plus de personnes sobrement, élégamment habillées que dans d'autres villes. En tout cas, c'est le retour que nous ont fait pas mal de copains et de copines avec qui on a discuté pour la préparation de cette vidéo. Ce sont des personnes qui ne viennent pas de Paris et qui ont quand même été frappées par ça, même si ça reste quelque chose qui est complètement exagéré. En même temps, c'est logique quand on voit la pression à la fois interne et internationale qu'on met sur les habitantes et habitants de la ville, que ces derniers s'astreignent à être peut-être un peu plus stylés ou élégants. On va donc dire qu'ils sont stylés ou élégants, ils vont donc s'astreindre à l'être, etc., etc. Après, en dehors du côté élégance chic, c'est intéressant de noter que Paris n'est pas un Eldorado du style en soi. En fait, ça va plutôt être une capitale d'une certaine forme de style très chic et élégant, élitiste, mais pas un endroit où il y a une expression du style absolu, comme ça peut être plus le cas à Londres ou à Berlin par exemple. Et en fait, pour un peu revenir à nos expériences à nous, le nombre de fois où on se balade dans Paris dans des tenues un peu excentriques, fashion, et on se prend des regards désobligeants, voire même des remarques. J'ai des dames âgées qui m'ont interpellée plusieurs fois. Ouais, ça arrive vraiment souvent, et donc ça dit quelque chose, quoi.
Alors que les grand-mères londoniennes, quand elles m'interpellaient, c'était pour me dire que j'étais very fabulous, donc j'étais très contente. De ouf. Donc on a vu que les images liées au style à la parisienne étaient en décalage avec la réalité du terrain qui est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, mais que ces images étaient surreprésentées et surmédiatisées, parce que elles permettent à certaines entreprises de dégager un revenu assez conséquent et parfois essentiel. Et en fait, le problème, c'est que certes, ces images, elles sont fausses, mais qu'en plus, elles peuvent avoir des conséquences parfois graves sur la vie des Parisiennes et des Parisiens. Car les personnes qui sortent de l'esthétique, sobres, intello, blanches, minces, sont invisibilisées. Par exemple, la mannequin Clémentine Dessau raconte dans un extrait du podcast Cast qu'en tant que mannequin grosse à l'international, quand elle dit qu'elle est française, les gens ne la croient tout simplement pas, parce que pour eux, ça serait impossible. Pourquoi ils auraient envie de diversifier cette image? Ça vend tellement à l'étranger. Moi, la première chose qu'on me dit dès que je suis française, ah ben on dirait pas. Oh waouh. Bah ouais. Mais non, parce que l'image de la française, c'est la meuf dans les pubs Chanel qui court sur un toit de Paris dans une robe. Même jamais une française. Mais tu vois, c'est un peu ça l'image, tu vois. Émilie Paris, toutes ces conneries. Et c'est en comptant que la taille moyenne des Françaises, c'est environ un 42. Donc ça veut dire que non seulement beaucoup de femmes font cette taille, mais aussi des millions d'autres font des tailles au-dessus du 42. Mais si on se fie aux représentations de Paris, elles ne seraient tout simplement pas présentes dans la capitale, donc en fait on est en décalage complet par rapport au réel. Niveau santé mentale, c'est quand même pas terrible d'être exclu d'un groupe auquel pourtant on appartient, tout ça à cause d'une image fausse et fantasmée de ce dit groupe. Et en fait, cette pression qu'il y a à devoir correspondre à cet idéal parisien, ça peut pousser des Parisiennes et même des femmes françaises de manière générale à mettre leur santé en danger pour rester minces. Enfin là, je vais vous citer des chiffres qui sont absolument aberrants. 67% des femmes françaises disent faire attention à leur poids et 55% d'entre elles ont déjà suivi un régime. En 2024, elles sont au minimum 5,5% à souffrir d'un trouble du comportement alimentaire qui concerne globalement 1 million de personnes dans le pays. Et là, en fait, si on illustre le problème par le prisme de la grossophobie, il faut savoir que c'est aussi valable pour les personnes racisées et globalement pour toutes les personnes qui sont minorisées dans notre société. Et je trouve ça quand même ouf, cette marginalisation qui amène des personnes à ne pas se sentir à leur place dans une ville dans laquelle pourtant elles sont parfois nées et où elles habitent, quoi. Alice Pfeiffer nous en dit plus. Si tu fais pas partie de cette photogénie française, la violence du métro, la violence du RER, la violence de toutes les pratiques d'une ville que tu exerces et que tu traverses de façon normale et non en Uber avec un prince charmant qui t'ouvre la porte, tu les vis de façon encore plus violente vu qu'elles sont pas intégrées dans la narrative. Elles sont complètement exclues de l'histoire de Paris. Tu ne vaux même pas le coup d'être racontée alors que c'est de ta ville et de toi dont on parle. Ce qui est entre les lignes qu'on voit pas du tout, c'est que c'est le récit d'une grande bourgeoisie, en fait, l'histoire de la Parisienne. Et donc évidemment, encore une fois, Emily in Paris joue beaucoup dans ses représentations. D'ailleurs, on vous invite à aller regarder la vidéo du youtubeur Fredly Space Ninja à ce sujet, où il fait littéralement un craquage nerveux face au racisme et au manque de représentativité de la série, parce qu'on y voit quasiment que des personnes blanches. Aussi, plus récemment, on a pu voir passer ce tweet où quelqu'un déplorait le fait que Emily avait pu croiser Brigitte Macron, c'est-à-dire la première dame de France, avant même de croiser beaucoup de personnes racisées. Outre ces mécanismes qui sont violents pour les personnes qui vivent à Paris, ça peut aussi être dur pour les personnes étrangères qui veulent venir visiter ou habiter à Paris, comme Le Monde d'ailleurs cet exemple. I know that I stick out like a sore thumb in most places, all right? I have purple hair, I'm fat, and I also dress a little weird sometimes. I get it. I understand why people stare at me. I understand. But wow. I leave Bushwick and suddenly it's like, oh, people are really staring. But yeah, I don't think I fit the Parisian aesthetic. I'm having fun though. Et ça, en fait, ça vient rejoindre la déclaration de Nathalie Portman du début. C'est aberrant, en fait, de prendre le snobisme et la réalité de certains quartiers pour une réalité absolue qui s'appliquerait à l'ensemble de Paris, alors que c'est juste pas le cas. Et aussi, c'est intéressant de voir que ces règles, on en discute souvent avec un petit côté « ah là là, les Français », comme si c'était complètement ok et que notre je ne sais quoi était naturellement là. Et à ce propos, j'ai envie de faire un zoom sur la notion de style au naturel ou instinctif. Parce qu'en fait, le style parisien à la cool, ça n'existe pas.
Quand on a ça, c'est qu'on a eu un regard et un environnement qui nous a permis d'accumuler des images et des références, c'est-à-dire un capital social et culturel, pour ensuite reproduire ces images, l'air de rien, de façon bien dosée, donc à la cool. Et bien sûr, chacun son style, aucun problème. Mais prétendre que c'est effortless, c'est non seulement avoir des standards extrêmement difficiles à atteindre, mais en plus exiger qu'on invisibilise le processus pour atteindre ces standards, c'est donc doublement injuste et excluant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse s'habiller selon l'esthétique qu'il veut, que ce soit sportwear, underground, enfin vraiment peu importe. Bien sûr, le mythe parisien n'est que un outil supplémentaire pour effectuer une pression sur la manière dont les gens vont s'habiller, comme ça peut être le cas pour les femmes ou pour les minorités de genre qui vont se forcer à s'habiller d'une certaine manière pour subir moins de harcèlement dans l'espace public. Mais aussi, on aimerait que les gens qui habitent ou qui veulent venir ici puissent aussi n'en avoir rien à faire tout simplement de comment ils sont habillés. Parce que bien sûr, le style vestimentaire et les esthétiques, c'est des très beaux outils de construction d'identité, de présentation de soi au monde. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Mais c'est aussi un espace qui est surinvesti par des entreprises pour nous forcer à surconsommer. C'est un outil de stress social, un paramètre qui devrait être constamment peaufiné, rendu de plus en plus stylé pour s'intégrer à des groupes sociaux, à des codes extrêmement précis. Donc dans l'idée, on aimerait que tout le monde puisse se détendre. Évidemment, c'est un sujet complexe, on n'a pas pu parler de tout, on n'a pas pu tout détailler. L'idée, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou que vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires avec bienveillance, évidemment, ce sera un plaisir. Oui, le but en fait, c'est vraiment de lancer des conversations autour de ça, donc n'hésitez pas à partager vos perspectives. Et pour conclure cette vidéo, d'ailleurs avant ça, vous n'imaginez pas les galères techniques qu'on a eues sur ce premier tournage. Pitié. Ouais, c'est bon. Pitié, dis-moi que ça... C'est pas grave, au pire on refait. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour nous soutenir. Et donc pour conclure, on vous propose de venir en jogging, en robe à satin, en plateforme, en claquette. Tant que vous détestez notre président autant que nous, vous serez toujours les bienvenus en France et à Paris. De ouf. Bye.